Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser une petite chose. À l'heure où je vous parle, je viens tout juste de terminer complètement la construction de ma propre Game Boy Zero. C'est-à-dire que tous les branchements et toutes les connexions que je vous ai montrées et que je vais continuer à vous montrer sont fonctionnels, il n'y a pas de problème. Ce qui me permet aussi de revenir sur un point que j'avais volontairement occulté dans mes précédentes vidéos, il s'agit de l'agencement des différents composants à l'intérieur de la console. On va voir ça ensemble maintenant. J'ai principalement utilisé de la colle chaude pour fixer les différents éléments. Alors je sais que c'est pas la solution la plus esthétique, mais en tout cas c'est la plus efficace. On débute avec l'interrupteur on-off qui devrait être positionné à son emplacement d'origine. Concernant le booster de volt, je l'ai mis en haut de la console. C'est un bon emplacement, mais avec le recul j'aurais dû le mettre dans l'autre sens, tout simplement pour pouvoir permettre un meilleur accès à la molette qui permet de faire varier la tension en sortie de votre booster de volt dans l'éventualité où vous auriez mal réglé votre booster avant de le fixer. Concernant le chargeur micro USB, vous allez devoir apporter une nouvelle modification à la coque, à savoir faire deux rainures de chaque côté à l'aide d'une Dremel. Ça a pour but de pouvoir faire basculer légèrement vers l'arrière votre chargeur micro USB de quelques millimètres, sinon en fait la coque ne fermait pas, il rentre en contact avec le circuit imprimé pour boutons qui se trouve de l'autre côté de la console. Je profite du fait que vous ayez une Dremel entre les mains pour vous préciser qu'il faut également retirer deux pièces en plastique qui se trouvent à l'arrière de la console et qui vont gêner le positionnement des boutons L et R. Le but étant que ces boutons dépassent légèrement à l'arrière de la console, en tout cas assez pour vous permettre de pouvoir les actionner facilement et avec un minimum de confort. Pour pouvoir fonctionner, vos boutons auront besoin de deux câbles chacun, qui seront soudés sur deux de leurs quatre broches. Un sera raccordé au GPIO du Raspberry à un emplacement prédéfini qu'on verra plus tard, et l'autre sera relié à la masse. Une fois que vous avez vérifié que votre soudure est bonne, vous les recouvrez avec de la colle chaude et vous vérifiez qu'ils sont solidement fixés. Au cours du projet, j'ai également pensé à une petite amélioration, à savoir utiliser des câbles JST pour raccorder la batterie. Donc les câbles JST, c'est tout simplement des câbles qui ont l'extrémité avec une broche femelle ou une broche mâle et qui vont vous permettre de brancher et de débrancher un composant sans avoir besoin de faire des soudures ou de dessouder des câbles. En l'occurrence, le but est de pouvoir transporter avec vous plusieurs batteries. Si par exemple vous avez un long trajet à faire et que vous avez besoin d'une très grande autonomie, vous avez tout simplement à déconnecter et à reconnecter une nouvelle batterie à votre console. Alors j'ai fait le choix pour mon projet de prendre une batterie de grande capacité. Le problème c'est qu'elle est légèrement trop large pour pouvoir être retirée sans que j'ai à démonter la coque. Donc rassurez-vous, si vous avez déjà acheté cette batterie, elle est fonctionnelle et il n'y a aucun problème pour le projet. C'est juste que vous ne pourrez pas la retirer sans avoir à ouvrir votre console, ce qui peut poser un problème si vous voulez interchanger des batteries. À ce moment-là, je vous conseille de partir sur un modèle plus compact qui vous permettra de la retirer et de la remplacer plus facilement. On va maintenant s'intéresser aux différents boutons de la Game Boy Zero et à leur raccordement au Raspberry Pi. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre circuit imprimé. Vous allez pouvoir y souder assez facilement tous vos boutons à l'exception des boutons L et R puisqu'ils sont clairement identifiés sur le dessus du PCB. Vous déposez un petit peu d'étain à chaque emplacement de bouton. À gauche, vous avez exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire en mettre trop. Ça fait des trop gros pâtés qui risquent en fait, quand vous allez les chauffer, de fusionner entre eux, ce qui aura pour effet de créer des faux contacts et de les rendre non fonctionnels. Prenez plutôt pour exemple les boutons A et B, il n'y a pas besoin de mettre plus d'étain que ça, le câble tiendra, il n'y a pas de problème. Dans la mesure du possible, je vous conseille également d'utiliser des câbles de couleurs différentes pour vos boutons, ce qui vous permettra de les identifier beaucoup plus facilement et donc de les raccorder plus rapidement au GPIO de votre Raspberry. Ensuite, j'ai fixé les contours des boutons X et Y modélisés en 3D. Donc soit vous en achetez sur internet, soit vous les fabriquez vous-même en les récupérant sur une manette de Nintendo ou Super Nintendo. Vous pouvez maintenant positionner les différents boutons sur leurs emplacements et par la suite les recouvrir des conducteurs en silicone correspondants. Vous recouvrez le tout avec le circuit imprimé pour boutons qui s'adapte parfaitement aux dimensions de la console et vous pouvez également utiliser les vis d'origine de la Game Boy puisque c'est prévu pour. Arrivé à ce stade, voilà à quoi devrait ressembler votre Game Boy Zero. Vous pouvez voir que ça commence doucement à prendre forme. On retourne voir du côté de notre ami l'écran pour sa fixation, donc vous vous assurez bien entendu que celui-ci est parfaitement droit et vous déposez un léger filet de colle chaude sur tout le pourtour. Si vous avez conservé les boutons de réglage de votre écran, vous allez pouvoir les intégrer maintenant à votre console. Par contre, ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire que vous les intégrez avant de fixer votre écran. Tout simplement parce que à cause de l'épaisseur de la colle et de votre écran, vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir manipuler le circuit imprimé sur lequel ils sont raccordés, en tout cas si vous voulez les positionner comme moi sur le dessus de la console.
J'ai finalement trouvé une solution pour m'éviter de devoir retirer toute la colle de mon écran et risquer de l'abîmer. Dans un premier temps, j'ai dessoudé les boutons du circuit imprimé sur lequel ils étaient fixés et j'ai raccordé sur chacun d'entre eux 2 câbles sur 2 de leurs 4 broches, exactement comme pour les boutons L et R. Je les ai ensuite ressoudés sur leur circuit imprimé d'origine et la longueur des câbles que j'ai ajoutés m'a permis en fait de manipuler les boutons un par un et de les faire passer en les faisant basculer entre le haut de la console et l'écran. Pour finir, il fallait que j'ajoute une épaisseur équivalente à celle du circuit imprimé sur lequel ils étaient initialement fixés, pour une question d'esthétisme, afin d'éviter que les boutons ne ressortent trop sur le dessus de la console. Donc j'ai utilisé tout simplement une pièce en plastique dans laquelle je suis venu percer 3 trous du diamètre des boutons. Je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer cette modification, parce que ça permet en fait de pouvoir positionner les boutons de réglage de l'écran à n'importe quel endroit de la console. Vous n'êtes pas obligé de les mettre à proximité directe de l'écran, si vous préférez, vous pouvez les mettre à l'arrière, voire en dessous ou sur les côtés, tout dépend de la longueur des câbles que vous utilisez. Voilà ce que ça donne à l'intérieur de la console. J'ai fixé le circuit imprimé au-dessus du driver de l'écran, et les boutons ont également été collés avec de la colle chaude. Précision importante, vous ne devez absolument rien coller sur les deux parties rayées en noir à droite et à gauche du circuit imprimé. Tout simplement parce que ce seront les futurs emplacements des pas de vis qui vont nous permettre de refermer la console à la fin du projet, comme on avait vu dans une précédente vidéo. On bascule maintenant sur la partie son, donc on va prendre notre amplificateur audio dans un premier temps. La première étape va consister à retirer les deux dominos qui sont ici, tout simplement parce qu'ils sont trop volumineux et qui prennent trop de place à l'intérieur de la console. Pour les retirer facilement, il suffit en fait de chauffer au niveau de leurs points de fixation qui sont situés sur les R+, R- pour le premier et L+, L- pour le second. C'est là qu'il va falloir qu'on branche juste après nos haut-parleurs. Pour pouvoir fonctionner, les haut-parleurs ont besoin de 2 câbles, un plus, un moins, que vous pouvez souder dans n'importe quel ordre. Il suffit juste en fait de faire fondre l'étain qui est déjà présent sur les haut-parleurs et y mettre les câbles. Vous les raccordez ensuite à l'amplificateur audio, donc le haut-parleur de droite sur les bornes R+, R- et le haut-parleur de gauche sur les bornes L+, L-. Voilà ce que ça donne en image. Je vous conseille d'utiliser des câbles d'une assez bonne longueur puisque l'amplificateur audio et les haut-parleurs vont être assez éloignés dans la console. On poursuit avec notre carte son USB. Dans un premier temps, vous allez devoir retirer la partie qui est en plastique bleu. Vous allez vous retrouver dans cette configuration, c'est-à-dire avec le circuit imprimé, l'entrée USB, et les deux sorties micro et casque. Même chose que pour l'amplificateur, il va falloir qu'on essaye de gagner de la place à l'intérieur de la console, donc on va dessouder le port USB ainsi que les deux sorties micro et casque. Ça fonctionne sur le même principe, vous allez devoir chauffer aux différents points de fixation pour vous retrouver dans cette configuration là et ne garder que le circuit imprimé. Pour que vous puissiez bien comprendre les différents branchements qu'on va faire par la suite, je vais revenir sur le fonctionnement d'un port USB. Il est composé tout simplement de 4 câbles. Vous avez un câble qui sert pour l'alimentation, une masse et 2 câbles qui servent à la communication et à l'échange de données. Si on prend le code couleur officiel, vous avez le câble rouge qui correspond à l'alimentation, un câble blanc qui correspond à un des deux câbles de données D-, un câble vert qui correspond au second câble de données D+, et enfin un câble noir qui correspond à la masse. C'est-à-dire que pour pouvoir gagner de la place à l'intérieur de notre console, on va tout simplement brancher ces 4 câbles aux bons endroits plutôt que de mettre un port USB, ça aura exactement le même effet. L'USB est tout simplement une norme en informatique pour pouvoir faciliter les connexions entre les différents composants. Notre carte son va être reliée à l'amplificateur audio à l'aide de 3 câbles, donc ici le bleu, le violet et le vert. Vous avez la sortie in-L qui correspond tout simplement au haut-parleur de gauche, vous avez la sortie in-R qui correspond au haut-parleur de droite, et vous avez une masse. Les deux autres câbles blanc et orange concernent l'alimentation et le raccordement au Raspberry, on verra ça un petit peu plus tard. Ces 3 câbles vert, violet et bleu vont devoir être raccordés à notre carte son au niveau du jack de la sortie casque. Et comme on vient de le voir, on a retiré le port USB et on l'a remplacé par les 4 câbles dont il était composé. Je vous laisse vérifier que vous avez bien soudé les câbles dans le bon sens, c'est le rouge, le blanc, le vert et le noir. À ce propos, si vous avez besoin de câbles supplémentaires pour votre projet, vous avez tout simplement à couper n'importe quel câble USB dont vous auriez pu l'utilité chez vous et à récupérer ces 4 fameux câbles qui se trouvent à l'intérieur. La partie son aurait pu se terminer sur ces branchements, mais moi je voulais dans ma Game Boy Zero un port USB supplémentaire pour pouvoir raccorder éventuellement une clé Wi-Fi, une clé Bluetooth ou n'importe quoi d'autre. Donc il va falloir qu'on intègre un hub USB à notre projet.
Pour ce faire, je vous conseille de prendre le hub le plus simple possible, c'est-à-dire sans interrupteur on-off, quelque chose d'auto-alimenté et qui fonctionne facilement. Comme pour la carte son, il va falloir qu'on retire la coque en plastique qui l'entoure, et on va se retrouver à peu près dans la même configuration, c'est-à-dire avec un circuit imprimé et plusieurs ports USB. Pour gagner de la place, on va couper les câbles et on va retirer tous les ports USB du circuit imprimé. Et vous allez vous rendre compte que finalement, un hub USB, c'est rien de plus qu'un circuit imprimé qui fait à peine 2 mm d'épaisseur, et donc il sera très facile de l'intégrer à la Game Boy Zero. Vous prenez un premier jeu de 4 câbles qui vont vous permettre de raccorder le hub USB au Raspberry Pi, on verra ça juste après. Et les 4 câbles qu'on a déjà soudés sur notre carte son, vous les raccordez sur l'un des ports USB du hub. Voilà ce que ça donne en image. La seule difficulté ici, c'est de faire attention au sens de branchement des câbles, c'est-à-dire le rouge, le blanc, le vert et le noir, toujours dans cet ordre-là. On va se permettre de prendre un petit peu d'avance sur le projet. Tant que vous y êtes, vous pouvez souder 4 autres câbles sur un autre port USB de votre hub. On verra dans une autre vidéo à quoi ça va servir. Maintenant que notre partie son est complètement terminée en termes de branchement, on va voir comment on raccorde tout ça au Raspberry Pi. Vous le prenez dans ce sens, c'est-à-dire avec la framboise qui est orientée vers la gauche et les ports GPIO qui se situent sur la droite. Il est composé de 2 fois 20 ports numérotés de 1 à 40 de haut en bas et de gauche à droite. Si on prend un schéma, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez juste à faire correspondre le port au bon numéro en comptant de 1 à 40 tout simplement. Nous avons donc deux composants à raccorder sur les ports GPIO du Raspberry Pi. Il s'agit de l'amplificateur audio et du hub USB. Pour pouvoir fonctionner, ces deux éléments ont besoin d'un câble plus qui correspond à une alimentation en 5 volts qu'on va venir chercher directement sur l'un des ports GPIO du Raspberry, à savoir les numéros 2 ou 4. Il n'y a que deux ports qui permettent de délivrer une alimentation en 5 volts, donc vous branchez le câble VCC de l'amplificateur audio sur l'un de ces deux ports, et vous branchez le câble rouge du hub USB sur l'autre port. Ensuite, il va leur falloir à chacun une masse que vous pouvez retrouver sur 8 ports différents du GPIO de votre Raspberry. Vous raccordez le GND de l'amplificateur audio sur l'un de ces ports et vous connectez le câble noir de votre hub USB sur un autre port. Vous pouvez choisir n'importe lequel, ça fonctionnera. Pour finir, vous retournez votre Raspberry Pi 0 et vous recherchez les ports PP22 et PP23 qui se situent sous le deuxième micro-port USB qu'on n'a pas encore utilisé. Vous soudez votre câble vert sur le PP22 et le câble blanc sur le PP23. Il est maintenant temps de faire un test général de bon fonctionnement pour vérifier que tous les branchements sont corrects. Donc voici un petit aperçu en vidéo. On a le câble JST que j'ai rajouté pour pouvoir connecter la batterie, donc on a juste à le brancher de cette façon, tout simplement en insérant la broche mâle dans la broche femelle. On a déjà vu tout ce qui était chargeur, interrupteur, donc je ne vais pas revenir dessus. Notre Raspberry Pi est bien raccordé au hub USB, le hub qui est lui-même branché au niveau de notre carte son 5.1 sur l'un de ses ports. Ensuite, le signal va être transmis à l'amplificateur audio qui se trouve ici, et pour finir, au niveau des deux haut-parleurs droite et gauche. Alors, je vais actionner l'interrupteur pour mettre sous tension la console. Dans un premier temps, vous devriez avoir une LED qui s'allume au niveau de votre carte son. Donc voilà, une LED rouge vous indique que les branchements sont bons au niveau de votre carte son, et toujours la LED verte au niveau du Raspberry Pi 0 vous indique que celui-ci est en fonctionnement. Il nous faut maintenant attendre que Recalbox charge jusqu'à l'écran d'émulation station, puisqu'il n'y a pas de son avant, donc on ne pourra pas vérifier si c'est fonctionnel. J'ai volontairement débranché l'écran et toute l'autre partie de la console pour que ça soit plus clair et plus intelligible pour vous de ne voir que les branchements du son. J'ai oublié de vous préciser que j'ai choisi des haut-parleurs de 1 watt, donc sachez que c'est largement suffisant. Le son sera à un volume suffisant pour ce projet. Voilà, donc on est sur émulation station, le son arrive, vous pouvez bien entendu faire varier avec la molette, plus ou moins fort. Si vous arrivez à ce stade, c'est que tous vos branchements sont bons. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère avoir été assez clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai si toutefois j'ai la réponse. Sinon j'invite mes différents abonnés à participer, comme vous l'avez fait déjà dans les précédentes vidéos, et je vous en remercie. Sur ce, je vous dis à bientôt.